Christelle et Cyprien avaient tout pour être heureux. Une belle maison, 3 beaux enfants, dont la Benjamine, Jade, 2 ans. Mais un soir d'octobre 2015, la vie de cette famille va plonger dans l'horreur. Ce soir, Christelle brise le silence pour raconter sa vérité. Je m'appelle Christelle, je suis la maman de Jade, une petite fille de 11 ans et demi, qui est plurihandicapée. On se bat pour lui rendre justice. Nous sommes des victimes. À la barre, dans le Jura, Christelle, 44 ans, et son mari Cyprien, 32 ans, coulent des jours heureux avec leurs 3 enfants. On vit donc à la campagne, dans une petite maison qu'on a achetée en 2011. On est heureux. Le couple a 3 enfants. Alexandra, 20 ans, née d'une première union de la maman. Gabriel, 8 ans. Et il y a la petite dernière, Jade. Jade est arrivée le 1er janvier 2013. C'était le premier bébé de l'année 2013 à Besançon. Une magnifique petite fille et un papa heureux, des frères et sœurs qui étaient ravis. C'était mon petit cœur, quoi, quand elle est arrivée. C'est tout ce que je voulais, en fait. Et ma petite fille, voilà. C'était merveilleux, j'étais très heureux d'être grand frère à cet âge-là, ça m'apportait beaucoup. À 2 ans et demi, Jade est une véritable boule d'énergie qui a rapidement trouvé sa place au sein du foyer familial. C'est comment son caractère à Jade? Son caractère, déjà toute petite, beaucoup de caractère. Le caractère de la maman, donc fort caractère. Elle est très éveillée, elle apprend vite les choses avec les frères et sœurs. J'adorais courir avec elle, faire du toboggan, du trampoline. On sautait dans le trampoline, c'était vraiment génial. Vous sentez qu'elle est brillante déjà? Oui, oui, et c'est fou parce qu'on l'a vu tout de suite. Elle a marché à l'âge de 12 mois. Elle avait une facilité. Qu'est-ce qu'elle fait, Jade? Elle enquiquine papa et maman. Je suis très heureux d'avoir Jade, d'avoir Gabriel, d'avoir Alexandra. On est une famille heureuse, en fait. Mais au début de l'automne 2015, un fait, en apparence anodin, va faire voler en éclats ce tableau de famille idyllique. Elle tousse un peu, sans plus, comme tout enfant, voilà quoi, la période, on s'est dit voilà quoi. Que depuis quelques jours, Jade est prise de douleurs abdominales. Du coup, on s'est inquiété, on a été voir le médecin. C'est la maman qui est allée voir le médecin traitant qui lui a prescrit des antibiotiques. Malgré la prise de médicaments, les jours suivants, l'état de la fillette empire. Jusqu'à ce samedi, 10 octobre 2015. La petite Jade est subitement prise de vomissements. Et donc là, son état va commencer à empirer sérieusement. Jade continue de vomir et mange de moins en moins. Je l'accompagne, je l'aide à vomir parfois. Elle se réveille souvent et c'était un moment compliqué. Et on s'est inquiété au bout d'un moment où elle voulait plus boire de l'eau parce qu'à chaque gorgée, elle vomissait. En fin de journée, voyant la détresse de leur enfant, les parents décident de se rendre aux urgences, les plus proches. Ils sont sous tension, mes parents, ils sont partis rapidement, ils ont dit on emmène Jade à l'hôpital. Vers 20h, après avoir parcouru plus de 30 km, la famille arrive paniquée. Ils ont la petite Jade dans les bras. Vous êtes inquiète? Beaucoup, oui. On a été pris en charge, on leur a bien expliqué. Elle était très, très gonflée au niveau du ventre et se plaignait tout le temps. Elle faisait tout le temps aïe, aïe. Et en arrivant là-bas, ils lui ont mis tout de suite un cathéter pour faire des prises de sang. Les internes sont venus en premier. Pour eux, c'était un truc banal, quoi. C'était un truc habituel, quoi, pour eux. Ils ont dit tout simplement que l'estomac il est distendu, on va mettre une sonde, on va aspirer l'air ou ce qu'il y a dedans, et puis ça va
ça va bien se passer, quoi. Alors d'abord, il y a un premier médecin, pédiatre qui arrive, qui l'ausculte, Oui, et il vous dit quoi? il nous fait un dessin sur le brancard en disant, moi je suppose que ça serait peut-être une occlusion, mais il faut voir avec le chirurgien qu'on a appelé, qui viendra tout à l'heure pour voir. Quelques minutes après est réalisée une échographie. À ce moment-là, la petite Jade est déjà très souffrante, elle a du mal à s'allonger, elle a même du mal à rester debout. Ça a été très difficile parce que déjà pour la transporter, la moindre bosse, la moindre secousse, bah, ça lui faisait mal, quoi. L'interne en radiologie commence à soupçonner un volvulus. C'est ce qu'on appelle une torsion de l'intestin, donc ce qui va être une occlusion intestinale aiguë. Une torsion de l'intestin peut créer un nœud stoppant toute circulation sanguine. C'est une complication grave qui nécessite une intervention en urgence. L'équipe médicale attend alors l'avis du chirurgien pédiatre de garde. Le chirurgien pédiatre arrive ensuite et il n'exclut pas, mais en tout cas il met peut-être un petit peu de côté cette hypothèse du volvulus. Devant le tableau clinique, le chirurgien pédiatre présume le diagnostic d'un syndrome occlusif. Il prend alors la décision de garder l'enfant à l'hôpital. Il demande qu'on lui place une sonde nasogastrique. Le chirurgien était rassuré en disant, bah, écoutez, on va lui mettre une sonde nasogastrique, ne vous inquiétez pas. Si c'est une occlusion, elle va se défaire, on n'en parle plus, demain ça ira mieux. Moi j'étais inquiète, je lui ai dit, écoutez, ce serait pas plus judicieux de la passer au bloc, parce que bon, vous savez, des fois, si c'est une péritonite, si c'est quelque chose de grave, et après le chirurgien, donc il nous a dit, non, non, on va vous mettre dans une chambre. On fait confiance, on est à l'hôpital. La petite Jade est placée en surveillance pour la nuit, dans une chambre. Mais plus les minutes passent, plus son état semble s'aggraver. À partir de ce moment-là, on est aux alentours de 23 heures et à vrai dire, c'est le tout début du calvaire de Jade. On voit bien que ça va pas, c'est dur pour elle, donc on s'inquiète, on appelle les internes. Toute la nuit, elle a fait que aïe, aïe, on continue. Les internes ont tournoyé autour du lit toute la nuit, impuissants, et le personnel aussi, les infirmières. Vous dites quoi, vous, pendant cette soirée où vous voyez qu'elle souffre? On ne comprenait pas pourquoi on n'appelait personne pour faire quelque chose. Ce qui marque la maman et puis la famille, c'est que personne, en tout cas au sein de l'hôpital, ne semble vraiment prendre la mesure de ce qui est en train de se dérouler. Vers 4h30 du matin, la petite est de plus en plus fiévreuse. Son état se dégrade brutalement. C'est un médecin réanimateur qui décèle l'urgence. Il y a une personne qui rentre dans la chambre, une femme, et elle regarde Jade, et elle dit, mais ça fait combien de temps que cet enfant il est dans cet état-là? Et je dis, on est arrivé cette nuit, on est arrivé vers 20h. Et elle m'a dit, vous voyez pas que cet enfant il est en train de partir. On essayait tant bien que mal de discuter avec elle, de la garder présente. Et à un moment donné, moi je la tenais par la main, ma femme aussi, on essayait de l'encourager et tout. T'inquiète pas, en plus ça va bien se passer et tout. Elle a eu comme une vision. Elle me dit, regarde papa, je vois des petites filles. Et puis c'était fini. Jade a perdu connaissance. Elle est immédiatement transportée en service de réanimation. Le chirurgien pédiatre est alors rappelé en urgence. Les parents attendent, transis de peur. Lorsqu'elle est emmenée en urgence en réanimation, la petite fait subitement un arrêt cardiaque. C'était horrible. Mon mari il hurlait et se roulait par terre, tellement il avait mal. Et on pleurait, on était là et on comprenait pas pourquoi les choses elles ont tourné comme ça. Il était 4h30 du matin et ma fille elle mourait. C'est inimaginable là, de se dire, vous passez toute une nuit dans un service d'urgence et en fait vous allez mourir pour quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver.
attention, on est censé, voilà, et qu'on réfléchit et qu'on cherche. Après 25 minutes de massage cardiaque, d'après la famille, les médecins sont venus leur annoncer la terrible nouvelle. Il n'y aurait plus rien à faire. Qu'est-ce que vous dites au médecin? Mais je dis, ça va pas, non, mais je dis, vous êtes fous. Je dis, vous pouvez pas la laisser partir comme ça. Et j'ai dit, laissez-nous rentrer. Donc on est rentré dans la chambre et on pleurait et on l'appelait, on lui disait, Jeanne, reviens ma puce. Je dis, tu sais, le Père Noël, il doit venir. Elle disait Père Noël, elle disait pas Père Noël. Je dis, bientôt le Père Noël, il va venir et tu dois fêter tes 3 ans. Et puis, comme tout parent qui aime son enfant, bah, on l'appelle quoi. Jade, reviens. Au bout de 2 minutes, ils nous ont dit de nous taire. Donc on s'est tu. Et puis là, ils disent on a un rythme cardiaque. Miraculeusement, Jade revient à la vie. Les prières des parents ont été entendues. Mais son état est critique. Le chirurgien pédiatre doit l'opérer au plus vite. Il y avait le professeur, donc chirurgien, qui est sorti. Il a dit, écoutez, c'est très grave. Donc, je vais la passer au bloc, mais je vous promets rien. Parce qu'elle a une perforation donc, de l'estomac et on ne sait pas. Voilà. Pour Christelle et Cyprien, une nouvelle attente dans l'angoisse commence. La vie de leur fille est suspendue à un fil. Qu'est-ce qu'on se dit dans des moments comme ça? On se dit, c'est pas possible de la perdre. Moi, je priais parce que je suis croyante et je disais, oh mon Dieu, prenez-moi, prenez ma vie, mais laissez ma fille vivre. J'ai dit, si elle meurt, je meurs avec elle. Je ne me sentais pas capable de vivre sans elle. Restés à la maison, les grands frères et sœurs de Jade attendent fébrilement des nouvelles. Je vois ma grande sœur pleurer. Elle reçoit un message sur son téléphone. À ce moment-là, c'était à midi, on était en train de manger. Elle me dit, t'inquiète pas Gabriel, c'est la poussière, c'est rien, ça va passer, je pleure juste pour ça. Alors qu'en réalité, elle venait d'apprendre que c'était très grave. Et que ma petite sœur a fait un arrêt cardiaque. Et ils me l'ont caché. Ils me le cachent pour me préserver parce que moi, 7 ans et demi, je ne mérite pas de savoir ça, je dois rester un enfant, je ne dois pas savoir que ma petite sœur va si mal. 2h30 plus tard, le chirurgien pédiatre ressort du bloc. Jade a été victime d'une perforation de l'estomac de 5 cm. La fillette a survécu, mais son état reste fragile. J'étais jamais rentrée dans une chambre de réanimation pour enfants. Et de la voir avec tous ces appareils si difformes et des choses collées de partout, je la reconnaissais plus. Vous lui parlez à ce moment-là? Oui, Dites quoi? on lui parle. On se dit, mais ma puce, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et on est sous le choc. Cette perforation importante de l'estomac pourrait être à l'origine de l'arrêt de son cœur. Et les médecins ne peuvent se prononcer sur ses chances de survie. Les nouvelles justement ne sont pas très bonnes. À ce moment-là, à partir de cette date et pendant les jours qui suivent, le pronostic vital de Jade est clairement engagé. Quatre jours plus tard, alors que la petite fille est plongée dans le coma, son état semble se stabiliser. Les médecins décident d'extuber l'enfant, qui est toujours sous respirateur artificiel. Extuber, ça veut dire, il y a de l'espoir, on va s'en sortir. Mais au bout de 2 heures, Jade n'arrive toujours pas à respirer seule. La tentative est un échec. Trop tôt, un enfant qui a une balafre de là à là, donc c'était peu pour qu'elle puisse récupérer. Et on nous a appelés en disant non, on est navré, on n'a réintubé Jade parce qu'elle n'arrivait plus
Et là, on s'est dit, plus jamais on quittera cette chambre. Christelle et Cyprien se relaient alors, à tour de rôle, jour et nuit, au chevet de leur fille. Ils ne rentrent chez eux que pour dormir. Quelques jours passent. Mes parents, ils ne reviennent pas en même temps et pas avec ma sœur. Et je me pose plein de questions. Je leur demande comment ma petite sœur va. Ils me disent que l'hôpital prend soin d'elle, qu'elle est juste malade. Et je me dis que ça ira mieux. 5 jours plus tard, le 20 octobre, les médecins tentent d'extuber une seconde fois la fillette. Mais vers 20h, Jade n'arrive plus à respirer seule. Et son corps va lâcher. Une seconde fois. Elle refait un arrêt cardiaque, c'est de 7 minutes, 8 minutes. C'est le même drame, les mêmes hurlements, et qu'on ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passait, le pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là? On dit qu'il a fallu quand même 4 chocs. Donc 9 minutes d'arrêt cardiaque, mais qui l'ont broyé, mais... Ce deuxième arrêt cardiaque a des conséquences dramatiques pour Jade. Si elle en ressort vivante, son cerveau n'a pas été oxygéné pendant plusieurs minutes. Elle pourrait souffrir de séquelles irréversibles. Ça l'a poussée dans l'handicap encore plus profond. Ça, on ne connaissait pas le mot handicap, on n'était pas au courant encore qu'elle allait devenir handicapée. J'essaie d'y croire, mais je me rends compte que quelque chose ne va pas. On m'avait dit quelques jours et une semaine s'était déjà écoulée. Une semaine s'écoule et la maison est vide. C'était dur. Toute la famille est plongée dans l'angoisse, dans l'attente d'une amélioration de l'état de Jade. Près d'un mois après son entrée à l'hôpital, une 3e extubation est programmée. C'est sa dernière chance. Ma mère me dit que Jade, elle a une sonde dans le nez et que si on l'enlève et qu'elle arrive à respirer, elle sera sauvée. Mais que si elle n'y arrivera pas, il faudra la laisser partir. Et je m'effondre. Je veux revoir Jade, peu importe dans les conditions dans lesquelles elle est. Et je perds pas espoir. Je veux qu'elle y arrive, je veux qu'elle vive, je veux pas perdre ma petite sœur à cet âge-là. Je tiens fort à elle, je l'aime plus que tout. Il faudra tenter de faire respirer Jade par elle-même ou la laisser partir. Et alors que les parents s'attendent au pire, soudain, un deuxième miracle. Quand il y avait l'assistance, vous savez, respiratoire, Jade, à un moment donné, elle s'est mise à tousser. En toussant, Jade, ben, elle a enlevé la sonde, ni plus ni moins, quoi. Ben, j'étais content. Je dis, Jade, elle s'est extubée tout seul. Il y avait ma petite Jade, ben, sans sonde, sans rien, qui respirait par elle-même. Et j'étais très content. Pour Christelle et Cyprien, c'est une seconde naissance. Mais si Jade est en vie, elle souffre de lourds traumatismes. Et sa vie bascule à tout jamais. Un mois après le terrible drame, Jade est admise au centre de rééducation de l'hôpital. C'est un nouveau combat pour ses parents. On vous a dit qu'elle allait être handicapée? Oui, on nous a dit, vous savez, elle a quand même des séquelles. On nous a pas dit lesquelles. À l'époque, c'était le néant. Il va falloir qu'elle récupère. Donc, on a amené un enfant qui courait partout, qui demandait d'aller à l'école. Et on a sorti un bébé de 5 mois. Elle tenait plus sa tête. Il n'y avait plus de tonneuse, plus rien, quoi. Un bout de chiffon, comme on dit. Un bout de chiffon. Elle vous reconnaît à ce moment-là? D'après la voix, oui. Elle savait que c'était maman, papa, les frères et sœurs. Mais par contre, elle ne nous voyait pas. Et il n'y a pas d'échange avec elle? Aucun au niveau visuel. Aucun, il n'y a pas de sourire. Elle cherche, en fait, voilà. Je me rends vite compte qu'elle est différente, qu'elle bouge beaucoup moins,
que même si ses yeux s'ouvrent, son regard est vide. On me dit qu'elle ne marchera plus. On me dit qu'elle voit mal. Et je me rends compte qu'elle est handicapée. Jade souffre de paralysie cérébrale et d'un trouble neurologique rare. Elle a une perte de la vision due à des lésions du cerveau. Mais pour Christelle, ce ne sont que des mots. Elle décide alors de tout mettre en œuvre pour rendre sa fille autonome. En étant au centre de rééducation, si vous voulez, vous vous apercevez que c'est long, que c'est contraignant, que ça bouge pas. Il a fallu 3 mois déjà pour la verticaliser. Donc à un moment, j'ai dit non, mais je dis, attendez, je dis c'est un enfant, c'est un petit bout. Je dis qu'est-ce qui vous coûte de la mettre un peu debout? Ils essayent de rééduquer comme ils peuvent, avec le matériel qui est vétuste. On ne peut pas attendre à ce que fasse des rééducations avec ce qu'ils ont là-bas, c'était pas terrible. Début 2016, Christelle et Cyprien prennent la décision de sortir leur fille du centre de rééducation. Ils cherchent par tous les moyens des solutions. Et c'est une neuropsychologue qui va leur venir en aide. Elle nous a dit tout simplement que cet enfant, le nerf optique il est sain, c'est juste le cerveau qui n'interprète pas les choses, quoi. Donc il nous a dit qu'il va falloir rééduquer depuis le zéro, depuis le début, comme si c'était un nouveau-né, quoi. Et pour faire progresser la fillette, il faut agir vite. Commence alors un long travail de rééducation pour réhabituer son œil à la vision. Il fallait qu'on se mette dans ma chambre, par exemple, les rideaux fermés, dans le noir, essayer de lui attirer l'attention avec une petite lampe, une petite lumière, exciter un peu le nerf optique, le champ visuel. C'est bien là, regardez, Jade. C'est oui là? Jade progresse. Mais sa famille décide d'aller encore plus loin pour lui donner toutes ses chances de récupérer. Ses parents se tournent alors vers des centres de rééducation à l'étranger, spécialisés dans les troubles neurovisuels. Jade commence à avoir de l'équilibre, a plus de dextérité avec ses mains. Elle commence à mieux bouger sa tête, mieux voir, mieux interpréter les choses. Et puis, plus le temps passe, plus sa parole se développe. Elle redevient plus vivante, plus joyeuse. Pour marcher des élastiques. Oui, mon cœur. Et après, on va dans le train Non, quand mais pas après le sous-marin. Pour subvenir aux soins médicaux coûteux de leur fille, Christelle et sa famille créent alors l'association L'Espoir pour Jade. Aujourd'hui, elle est comment? Elle va comment? Elle se déplace? Aujourd'hui, elle se déplace toujours avec un fauteuil roulant, mais à la maison, on arrive à la faire déplacer en déambulateur. Voilà, ma grande. Des années de lutte pour ses parents qui ont fait faire d'énormes progrès au fil du temps à Jade, qui a aujourd'hui 11 ans. Aujourd'hui, elle parle normalement? Oui, elle parle et elle chante. Papa. Mon papa, moi. Des fois, elle me corrige. Des fois, je dis, mais attends, tu me corriges, oui. Christelle a toujours mis un point d'honneur à ce que sa fille handicapée puisse être comme les autres et suive un cursus normal avec une assistante de vie scolaire à ses côtés. Elle n'arrive pas à lire comme les autres enfants. C'est très fragile, c'est dur, mais par contre, son point fort, c'est la mémoire. La mémoire, c'est fou, elle fait partie d'une école de musique. Elle qui ne peut pas lire, c'est tout, elle mémorise tout en même temps que les autres. Donc, elle fait travailler ses points forts, elle s'adapte. Elle est volontaire, quoi. Et nous, on est derrière pour la pousser plus, quoi. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle évolue. Et moi, je suis heureux de voir tous les progrès qu'elle a fait. Tous ces progrès pour lesquels on s'est battu et pour lesquels on continuera à se battre. En parallèle, depuis 8 ans, Christelle et Cyprien ont entamé un combat judiciaire. Pour eux, leur fille Jade a été victime d'erreurs médicales. Faire reconnaître l'erreur médicale
C'est un combat qui dure depuis des années. Oui, oui, oui. On a commencé en 2016 et on a fait 2 expertises qui sont en faveur de Jade. Et on a fait une 3e à la demande du juge. La question qui se pose dans cette histoire, c'est la question de la responsabilité médicale. Est-ce que la famille va pouvoir être indemnisée du préjudice subi par l'enfant? Parce que si l'enfant avait été probablement pris en charge, et c'est toute la question, à temps, est-ce que ces préjudices, finalement, auraient pu être évités? Que dit l'hôpital, qui ne sont pas responsables? Oui, voilà. De toute façon, eux, ils ne sont jamais responsables. Quelqu'un m'avait dit ce qui est arrivé à votre fille, c'est un manque de chance. Et je dis aujourd'hui, on se soigne avec la chance. Le 2 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon rend son jugement. Il résulte ainsi de l'instruction que cet établissement hospitalier n'a pas commis de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, ni dans la surveillance de l'enfant ou encore dans le choix thérapeutique et la réalisation des actes médicaux et chirurgicaux susceptibles d'engager sa responsabilité et qu'aucun retard de diagnostic fautif ne peut être retenu. En d'autres termes, le tribunal administratif a rejeté la requête de la famille. Cyprien et Christelle ont fait appel du jugement et continuent à se battre au nom de Jade. J'attends tout simplement qu'il y ait justice. Et nous, ça fait 8 ans, et puis ils disent qu'au bout de 10 ans, les parents ils vont être épuisés, ils vont lâcher d'eux-mêmes. Eh ben, on n'est pas d'accord. On se battra toujours pour qu'il y ait une justice. C'est toi. C'est pas dessus, bah, ça va bien quoi. Ouais. Là, Toi, il faut pas. Éprouvée par 9 ans de lutte acharnée, toute la famille a été impactée par le drame. Aujourd'hui, la santé de Christelle est fragile. Mais rien n'entame sa détermination intacte et son combat pour sa fille. Il n'y a pas un moment d'envie de tout lâcher? Il y a eu des moments. Il y a eu des moments où j'ai failli. Je voulais me suicider, oui. Parce que c'était trop lourd. Quand est-ce que vous serez à nouveau heureuse? Quand Jade marchera et qu'elle aura un peu d'autonomie, là, oui. Si Jade, elle marche, pour moi, c'est déjà le Graal. J'ose des fois m'imaginer et rêver que ma fille, elle sera heureuse et qu'elle aura une vie à elle et qu'elle pourra se construire. Donc là, oui, je serai la plus heureuse des moments. Et je pourrai partir en se disant, je suis tranquille. Elle a des chances de faire des belles choses parce qu'elle tient debout. Ça va arriver. Oui, j'y crois et jamais je lâcherai et j'espère que le juge il fera justice, mais vraiment qu'il regarde cette petite fille et qu'il la condamne pas à encore subir. On demande juste justice. Voilà, c'est tout ce que je veux pour ma fille.